Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Meurtre dans un fauteuil de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Première partie. Condamné à vivre. C'était sans doute la dernière visite du médecin consultant. Dalglish se disait que ni l'un ni l'autre ne le regretterait. Aucune entente, même passagère, n'étant possible entre ce personnage arrogant, condescendant et lui-même, réduit à l'état d'obligé, faible et dépendant. Le médecin entra dans sa petite chambre d'hôpital, précédé de l'infirmière et suivi de ses acolytes. Il était déjà habillé pour le mariage mondain qu'il allait honorer de sa présence en tant qu'invité un peu plus tard dans la matinée. S'il n'avait arboré une rose rouge au lieu de l'œillet traditionnel, on aurait pu le prendre pour le marié, tant sa personne et la fleur étaient bichonnées à outrance. Elles avaient la perfection artificielle d'un cadeau enveloppé de cellophane invisible. Un parfum coûteux apportait la touche finale à cette élégance. Dalglish décelait les effluves d'aftershave parmi les habituels relents de choux et d'éther qui lui étaient devenus si familiers qu'il ne les percevait presque plus. Les étudiants en médecine se rassemblèrent autour de son lit. Avec leurs cheveux longs et leurs blouses blanches courtes, ils avaient l'air d'un groupe de demoiselles d'honneur peu recommandables. De ses mains expertes, l'infirmière le déshabilla pour sa énième consultation. Le disque froid du stéthoscope glissa sur son dos et sur sa poitrine. Ce dernier examen n'était qu'une formalité, mais comme d'habitude, le médecin se montrait consciencieux. Bien que dans ce cas il eût fait une erreur de diagnostic, il avait une trop haute opinion de lui-même pour se sentir obligé de présenter de véritables excuses. Se redressant, il dit simplement « Nous avons reçu le dernier rapport pathologique. Cette fois, il n'y a plus de doute. L'analyse cytologique n'avait jamais été bien claire, il est vrai, et votre pneumonie avait faussé le diagnostic. Vous n'êtes pas atteint de leucémie aiguë, d'aucune sorte de leucémie en fait. La maladie dont vous êtes en train de guérir est une mononucléose atypique. Mes félicitations, commandant. Vous nous avez fait peur. Que dites-vous là? Je vous ai fourni un cas intéressant. C'est vous qui m'avez fait peur. Quand puis-je rentrer chez moi? Le grand homme rit. Il sourit à sa cour comme pour l'inciter à l'indulgence face à cet exemple typique de l'ingratitude des convalescents. « Vous devez avoir besoin de mon lit » se hâta d'ajouter Dalglish. « Nous avons toujours besoin de plus de lits que nous ne pouvons en obtenir. Mais rien ne presse. Vous n'êtes pas encore tout à fait remis. Nous verrons, nous verrons. » Après le départ du médecin, Dalglish resta couché sur le dos et, comme s'il le voyait pour la première fois, regarda l'espace aseptisé autour de lui. Le lavabo avec ses robinets qu'on ouvrait avec les coudes. La table de chevet propre et fonctionnelle, sur laquelle était posée une cruche d'eau, les 2 chaises recouvertes de sky destinées aux visiteurs, le casque à écouteurs suspendu au mur derrière lui, les rideaux imprimés d'un motif floral quelconque, choisi pour satisfaire le goût du plus grand nombre. Il avait cru que ce seraient là les derniers objets qu'il verrait. Cette chambre lui avait paru être bien nue et impersonnelle pour y mourir. Comme une chambre d'hôtel, elle était conçue pour abriter des gens de passage. Que ses occupants la quittent sur leurs 2 jambes ou sous un drap mortuaire, ils ne laissaient rien derrière eux, pas même le souvenir de leurs angoisses, de leurs souffrances et de leurs espoirs. Sa condamnation à mort lui avait été communiquée selon l'usage par des regards graves, une certaine jovialité factice, des apartés entre médecins et une surabondance d'analyse. Il avait dû insister pour qu'on lui donnât le diagnostic. Sa condamnation à vivre, annoncée d'une manière beaucoup moins détournée, une fois passé le cap le plus dangereux de sa maladie, l'avait révolté bien davantage. Il avait jugé fort désinvolte, voire irresponsable de la part de ses médecins, de l'avoir si complètement réconcilié avec la mort pour ensuite changer brusquement d'avis. C'était avec gêne
qu'il se rappelait maintenant la facilité avec laquelle il avait renoncé à tous ses plaisirs, toutes ses préoccupations. L'imminence de la mort avait dévoilé leur véritable nature. Au mieux un simple réconfort, au pire un gaspillage de temps et d'énergie. À présent, il devait les retrouver, et se persuader qu'ils avaient de l'importance, du moins pour lui. Mais il ne croirait probablement jamais plus qu'ils en avaient pour les autres. Une fois guéris et requinqués, ces problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. À plus ou moins brève échéance, le corps reprendrait ses droits. N'ayant pas d'alternative, il se ferait de nouveau à la vie et pourrait mettre cet accès d'amertume et de mélancolie sur le compte de sa faiblesse physique. Il en viendrait à croire qu'il avait eu beaucoup de chance de s'en tirer. Délivré de leur gêne, ses collègues le féliciteraient. Maintenant qu'elle avait remplacé la sexualité comme sujet tabou, la mort avait acquis sa propre pudeur. Mourir, alors qu'on n'était pas encore devenu un fardeau pour son entourage, et avant que vos amis puissent parler de délivrance, était du plus mauvais goût. Mais se ferait-il de nouveau à son travail? S'étant résigné au rôle de spectateur et ensuite à même pas cela, il se sentait mal armé pour retourner dans l'arène bruyante du monde. Ou, s'il ne pouvait faire autrement, enclin à y chercher le coin le plus tranquille possible. Ce n'était pas un sujet auquel il avait vraiment réfléchi pendant ces instants de lucidité. Il n'en avait pas eu le temps. C'était plutôt une conviction qu'une décision. L'heure était venue de changer d'orientation. Fini le règlement, les interrogatoires, le spectacle de la chair en décomposition et des os brisés, tout le sale boulot de la chasse à l'homme. Il avait mieux à faire. Il ne savait pas encore très bien quoi, mais il trouverait. Il avait plus de 2 semaines de convalescence devant lui. Cela suffirait pour formuler sa décision, la rationaliser, la justifier à ses yeux et, tâche plus difficile, à ceux du préfet. Le moment était mal choisi pour quitter Scotland Yard. On considérerait sa démission comme une désertion. Ce désabusement vis-à-vis de son métier était-il simplement dû à sa maladie, au rappel salutaire de l'inéluctabilité de la mort, ou bien le symptôme d'un malaise plus profond, de cette période de l'âge mûr où l'on rencontre alternativement des zones de calme et de vents capricieux, où l'on se rend compte que les projets remis le sont définitivement, que maintenant on ne visitera plus de ports inconnus, que ce voyage et d'autres avant lui étaient peut-être une erreur, où l'on ne se fie même plus aux cartes maritimes et aux compas. Et il n'y avait pas que son travail qui lui paraissait dérisoire, insatisfaisant à présent. Couché sans pouvoir dormir, comme tant d'autres patients avaient dû le faire dans cette morne chambre avant lui, il suivait les phares de voitures sur le plafond, écoutait les bruits secrets de la vie nocturne de l'hôpital. Il établit le triste bilan de sa vie. Le chagrin qu'il avait éprouvé à la mort de sa femme, si sincère, si déchirant à l'époque. Depuis, cette tragédie personnelle lui avait servi d'excuse pour refuser tout nouvel attachement. Ces liaisons, comme celles qui actuellement lui prenaient un peu de son temps et un peu de son énergie, étaient nonchalantes, civilisées, faciles. Si son temps ne lui appartenait jamais complètement, son cœur, par contre, était bien à lui. Ses maîtresses étaient des femmes libérées. Elles avaient des professions intéressantes et d'agréables appartements. Elles s'accommodaient sans mal de ce qu'elles pouvaient obtenir. En tout cas, elles étaient certainement libérées de ces sentiments confus, étouffants, perturbateurs qui compliquent la vie d'un grand nombre de leurs congénères. Ces rendez-vous soigneusement espacés auxquels les protagonistes se rendaient parés pour le plaisir, comme 2 chats au printemps, qu'avaient-ils à voir avec l'amour? Avec des chambres à coucher en désordre, de la vaisselle sale, des couches, avec la chaude intimité, la claustration et les obligations de la vie conjugale. Il s'était servi de son deuil, de son travail, de sa poésie pour justifier son goût de la solitude. Ses maîtresses avaient montré plus de compréhension pour ses occupations littéraires que pour son chagrin. Elles faisaient peu de cas des sentiments, mais avaient pour l'art un respect exagéré. Et le pire, à moins que ce ne fût le mieux, c'était qu'il ne pouvait plus changer, même s'il le voulait, et que tout cela n'avait aucune importance, absolument aucune. Au cours des 15 dernières années,
il n'avait jamais, d'une manière délibérée, fait de mal à personne. À bien réfléchir, songea-t-il, quel jugement plus accablant pouvait-on porter sur quelqu'un? Il lui restait néanmoins la possibilité de changer de métier. Auparavant, toutefois, il devait s'acquitter d'un devoir personnel. Il avait espéré d'une manière assez perverse que la mort l'en dispenserait. Maintenant, il n'avait plus d'excuse. Se dressant sur un coude, il sortit la lettre du père Bedley du tiroir de sa table de chevet et pour la première fois la lut attentivement. Le vieil homme devait avoir près de 80 ans. Il n'était déjà plus tout jeune quand, 30 ans plus tôt, il était arrivé dans ce village du Norfolk comme vicaire du père de Dalglish. Timide, d'une incompétence exaspérante, s'embrouillant pour tout sauf pour l'essentiel, mais demeurant toujours fidèle à lui-même. Dalglish avait reçu fort peu de lettres de lui. Celle-ci, la troisième, était datée du 11 septembre. « Cher Adam, tu es sûrement très occupé, mais cela me ferait grand plaisir si tu pouvais me rendre une petite visite. J'aimerais te consulter à propos d'une affaire. En ta qualité de policier, tu pourrais sans doute me conseiller utilement. Ce n'est pas vraiment urgent, bien que mon cœur paraisse s'user plus vite que le reste de mon corps et que je ne doive jamais trop compter sur le lendemain. Je suis chez moi tous les jours, mais tu préfères probablement venir un week-end. Laisse-moi te mettre au courant. Je suis aumônier à Toyton Manor, une institution privée pour jeunes handicapés. Le directeur Wilfred Anstey a eu l'obligeance de me prêter Hope Cottage, une des petites maisons situées sur la propriété. D'habitude, je prends mes repas au manoir. Je ne sais pas si tu voudras m'accompagner. Bien entendu, nous aurions alors moins de temps à passer ensemble. La prochaine fois que j'irai à Wareham, j'en profiterai donc pour faire quelques provisions. Je dispose d'une autre petite chambre. Je pourrai y dormir et te céder la mienne. Envoie-moi une carte pour m'indiquer la date et l'heure de ton arrivée. Je n'ai pas d'automobile. Si tu viens par le train, il y a une agence de location de voitures à 5 minutes de la gare. Les employés du chemin de fer t'indiqueront la direction, sérieuse et pas trop chère. Très peu de cars partent de Wareham. De plus, ils ne vont pas au-delà de Toynton, et tu aurais près de 2 kilomètres à faire à pied. C'est une assez agréable promenade par beau temps, mais qui sait si tu auras envie de marcher à la fin de ton long voyage. À toute fin utile, je t'ai dessiné une carte au verso de cette lettre. Une chose était certaine. La dite carte ne pouvait qu'embrouiller toute personne habituée à consulter les publications courantes de l'Institut national de géographie plutôt que des cartes marines du XVIIe siècle. Les ondulations devaient représenter la mer. Il ne manquait qu'une baleine en train de souffler un jet d'eau, se dit Dalglish. Le terminus des cars à Toynton était clairement indiqué, mais la ligne tremblée qui en partait serpentait d'une façon capricieuse. Parfois, le sentier se repliait sur lui-même, comme si le père Bedley s'était rendu compte que, métaphoriquement parlant, il s'était perdu. Un minuscule symbole phallique se dressait sur la côte. Sans doute indiquait-il simplement un point de repère, vu qu'il se situait très loin du chemin tracé. Au-dessous, on lisait « Tour Noire ». Cette carte toucha Dalglish comme le premier dessin d'un enfant peut toucher un père indulgent. Quel degré de faiblesse et d'apathie devait-il avoir atteint, se demanda-t-il, pour être resté insensible à son attrait. Fouillant dans le tiroir, il trouva une carte postale et écrivit qu'il arriverait en voiture le lundi 1er octobre, en début d'après-midi. Cela lui donnerait le temps de sortir de l'hôpital et de passer les premiers jours de sa convalescence chez lui. Il signa de ses seules initiales, timbra la carte et l'appuya contre la carafe d'eau. Ainsi, il n'oublierait pas de demander à l'une des infirmières de la poster. Il devait s'acquitter d'une deuxième obligation, plus délicate celle-là, mais qui pouvait attendre. Voir Cordelia Gray, ou lui écrire pour la remercier de ses fleurs. Comment avait-elle appris qu'il était malade? Peut-être par des amis qu'elle avait dans la police. Directrice de l'agence de détective Bernie Pride, si cette entreprise n'avait pas fait faillite entre-temps, comme l'y condamnaient toutes les lois de la justice et de l'économie, elle était certainement en contact avec un ou deux policiers. Et puis il avait l'impression qu'on avait mentionné sa maladie dans les journaux, à propos des pertes que Scotland Yard avait récemment subies dans les échelons supérieurs.
Ce petit bouquet avait été soigneusement composé et contrastait de façon charmante avec les autres fleurs que Dalglish avait reçues. Miss Gray l'avait sûrement cueilli dans un jardin de campagne. Il se demanda où. Il se demanda aussi, sans la moindre logique, si elle mangeait à sa faim, mais se hâta de repousser cette pensée ridicule. Il gardait de ce bouquet un souvenir très précis. Quelques disques argentés de monnaie du pape, 3 brins de bruyère, 4 boutons de rose, de beaux rouleaux jaunes et oranges, aussi doux que les premiers bourgeons de l'été, quelques délicats petits chrysanthèmes, des baies rouge-orange, un dahlia vermillon pareil à un joyau, au centre et tout autour, les feuilles grises et dufteuses d'une plante dont il avait oublié le nom. Un geste juvénile et touchant qu'une femme plus âgée ou plus sophistiquée n'aurait jamais eu. Dans le petit mot d'accompagnement, Cordelia lui disait qu'elle avait appris sa maladie et lui envoyait ses fleurs avec ses meilleurs vœux de guérison. Il devait la voir ou lui écrire pour la remercier personnellement. Une des infirmières avait téléphoné de sa part à l'agence, mais c'était insuffisant. Enfin, cela, ainsi que d'autres décisions plus importantes, pouvaient attendre. Il voulait d'abord rendre visite au père Beddeley. Non pas qu'il se sentît envers le vieil homme une obligation pieuse ou même filiale. Il découvrait que malgré certaines difficultés et des moments d'embarras prévisibles, il aurait plaisir à revoir le pasteur. Mais il était bien décidé à ne pas lui permettre de l'entraîner, même involontairement, à exercer de nouveau son métier. Si l'affaire dont il lui parlait dans sa lettre relevait vraiment de la police, ce dont il doutait, il la confierait à celle du comté. Et si ce beau temps ensoleillé du début de l'automne continuait, le Dorset serait un endroit agréable pour se remettre de sa maladie. Le rectangle blanc appuyé contre la cruche le dérangeait pourtant d'une étrange manière. Toutes les 2 minutes, il le regardait comme s'il s'agissait d'un symbole hautement significatif, d'une condamnation à vivre couchée par écrit. À son grand soulagement, l'infirmière arriva bientôt pour annoncer qu'elle avait terminé son service et pris la carte pour la poster. Deuxième partie. La mort d'un pasteur. 5 jours plus tard, encore pâle et faible, mais euphorique à cause du bien-être trompeur de la convalescence, Dalglish quitta peu avant l'aube son appartement situé sur le bord de la Tamise et prit la direction du sud-ouest. Il s'était enfin décidé à se séparer de sa vieille Cooper Bristol 2 mois avant de tomber malade et conduisait à présent une Jensen Healey. Heureusement, la voiture avait été rodée et Dalglish s'y était déjà plus ou moins habitué. S'embarquer symboliquement dans une vie nouvelle à bord d'une automobile toute neuve aurait été d'une navrante banalité. Il mit sa valise et quelques objets indispensables pour un pique-nique, dont un tire-bouchon, dans le coffre et glissa dans la poche intérieure de la portière un recueil de poèmes de Hardy et le guide des monuments du Dorset de Newman et Pevsner. C'étaient de véritables vacances de convalescents. Des livres familiers, une brève visite à un vieil ami pour donner un but à son voyage, un itinéraire selon son caprice et la découverte de paysages plus ou moins nouveaux. Il aurait même le stimulant salutaire d'un problème personnel à résoudre pour justifier son besoin de solitude et d'oisiveté. Quand il fit une dernière fois le tour de l'appartement, il tendit machinalement la main vers sa trousse de détective. Ce geste le déconcerta. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait voyagé sans emporter cet accessoire, même en vacances. Le laisser revenait à entériner pour la première fois une décision à laquelle il voulait réfléchir pendant les 15 jours à venir, mais qu'en son fort intérieur, il savait déjà prise. Il atteignit Winchester à temps pour s'attabler devant un petit déjeuner tardif dans un hôtel près de la cathédrale. Il passa les 2 heures suivantes à redécouvrir la ville, puis finalement, il pénétra dans le comté du Dorset par Winborne-Minster. Il regrettait légèrement d'arriver déjà au terme de son voyage. Lentement, presque au hasard, il roula vers Blandford Forum, au nord-ouest. Là, il acheta une bouteille de vin, des petits pains, du fromage et des fruits pour son déjeuner et 2 bouteilles de Xérès pour le père Beddeley. Il repartit vers le sud-est, traversa Winterbourne,
Wareham, il s'arrêta à Corfels Castle pour pique-niquer au pied des remparts dont les hautes murailles en ruine se découpaient sur le ciel pâle. Ensuite, comme s'il hésitait à entrer dans l'ombre que projetait le château et peu pressé de mettre fin à la solitude de cette paisible et reposante journée, il passa quelque temps à chercher des gentianes d'eau dans le marécage broussailleux alentour, mais en vain. Il entama enfin les 8 derniers kilomètres de son voyage. Une enfilade de maisons attenantes les unes aux autres dont les toits de pierre ondulaient et brillaient sous le soleil de l'après-midi, un pub banal au bout de la rue principale, un clocher sans intérêt, c'était Toynton. Puis la route bordée d'un muret de pierre se mit à monter doucement entre des sapinières clairsemées. Dalglish commença à reconnaître les points de repère qui figuraient sur la carte du père Beddeley. Bientôt il parviendrait à un carrefour. Là, un chemin tournerait à l'ouest pour longer le cap. L'autre mènerait à travers un portail jusqu'à Toynton Manor et la mer. Comme prévu, il atteignit l'entrée de la propriété. Une lourde grille de fer encastrée dans un mur de pierre plate, non cimentée. L'enceinte devait bien avoir 1 mètre d'épaisseur. Artistement ajustées, les pierres couvertes de lichen et de mousse formaient un dessin complexe. Couronnée d'herbes qui ondulaient au vent, la muraille constituait une barrière aussi permanente que le promontoire dont elle semblait surgir. De chaque côté de la grille était fixé un écriteau. Sur celui de gauche on lisait « Veuillez respecter notre intimité ». Celui de droite, malgré ses lettres qui s'effaçaient, était plus professionnel et explicite. Propriété privée, défense d'entrée, falaise dangereuse, aucun accès à la mer, les voitures et caravanes garées ici seront déplacées. De toute façon, se dit Dalglish, un automobiliste que laisserait indifférent ce mélange savamment dosé de prières, d'avertissements et de menaces, hésiterait sans doute à courir le risque d'abîmer sa suspension. Au-delà de la grille, le chemin devenait très mauvais. Le contraste entre la route d'accès relativement lisse et le sentier caillouteux bordé de rochers qui vous attendait constituait en lui-même un élément dissuasif, une sorte de symbole. Le portail aussi, bien que non fermé à clé. Son loquet, lourd et compliqué, devait donner à tout intrus le temps de regretter sa témérité. Étant encore faible, Dalglish poussa la grille avec difficulté. Quand il l'eut franchie et finalement refermée, il eut l'impression de s'être engagé dans une entreprise floue et vraisemblablement stupide. Le problème dont voulait lui parler le pasteur ne le regarderait sans doute pas. Il s'agissait peut-être d'une affaire que seul un vieil homme irréaliste, voire déjà un peu sénile, pouvait croire du ressort d'un policier. Mais cette visite lui donnait au moins un objectif immédiat. Il replongeait, même si c'était avec réticence, dans un monde où les êtres humains avaient des problèmes, travaillaient, haïssaient, cherchaient par tous les moyens à être heureux et comme, malgré sa défection, le métier qu'il avait décidé d'abandonner continuerait à se faire, s'entretuait. Avant de regagner sa voiture, il aperçut une touffe de fleurs inconnues. Leur corolle rose pâle, dressée au-dessus d'une étendue de mousse sur le mur, tremblait délicatement dans la brise. Dalglish s'en approcha et contempla absolument immobile leur beauté rustique. Il perçut l'odeur salée à moitié imaginée de la mer. L'air tiède caressa sa peau. Soudain, il se sentit envahi d'un grand bonheur. Comme toujours dans ces moments rares et fugitifs, il fut surpris par le caractère purement physique de sa joie. Elle circulait dans ses veines, effervescence légère. Mais commencer à analyser sa nature, c'était déjà commencer à la perdre. Il comprit toutefois que pour la première fois depuis sa maladie, il pressentait que la vie pouvait être bonne. La voiture grimpa le chemin en cahotant. Quand, 200 mètres plus loin, il parvint en haut de la colline, il s'attendit à voir la Manche s'étendre, bleue et ridée jusqu'à l'horizon. Il connut la même déception que pendant les vacances de son enfance, lorsqu'après tant de faux espoirs, la mer tant désirée continuait à rester cachée. Devant lui, il aperçut une vallée peu profonde parsemée de rochers, quadrillée de sentiers caillouteux, et à sa droite un bâtiment. De toute évidence, Toynton Manor.
C'était une grosse maison de pierre datant, jugea-t-il, de la première partie du XVIIIe siècle. Malheureusement, son propriétaire n'avait pas choisi le bon architecte. Le style aberrant de la demeure n'était nullement représentatif de celui des rois Georges. La façade donnait sur l'intérieur des terres, au nord-est, estima Dalglish. Pour lui, cette orientation allait à l'encontre d'un obscur canon architectural personnel qui voulait qu'une maison sur la côte fût tournée vers la mer. 2 rangées de fenêtres surmontaient le porche. Les plus grandes étaient ornées d'énormes agrafes, les autres dépouillées et étroites, comme si l'architecte avait eu quelque difficulté à les loger sous le gigantesque fronton ionique surmonté d'une statue qui représentait le détail le plus caractéristique de la maison, un gros bloc de pierre dont on ne pouvait dire à cette distance ce qu'il représentait. Au milieu, pareil à l'œil sinistre d'un cyclope, s'ouvrait une fenêtre ronde, qui maintenant étincelait au soleil. Le fronton avilissait le porche insignifiant, rapetissait et alourdissait toute la façade. Dalglish se dit que l'ensemble aurait été plus réussi avec de grandes ouvertures en façade, mais les bâtisseurs avaient dû manquer d'inspiration ou d'argent, et telle quelle, la maison, bizarrement, ne semblait pas terminée. Aucun signe de vie derrière ce front imposant. Les pensionnaires devaient habiter sur le derrière. Il était 3h30, moment le plus mort de la journée, comme le lui avait appris son séjour à l'hôpital. Tout le monde se reposait, probablement. Dalglish aperçut 3 cottages. 2 d'entre eux étaient situés à une centaine de mètres du manoir, un autre se dressait un peu plus haut sur le cap. Il crut voir un 4e toit côté mer, mais ce n'était peut-être qu'une saillie rocheuse. Ne sachant pas lequel était Hope Cottage, il se dit que le mieux serait de s'approcher d'abord des 2 premiers. Il coupa le moteur pour réfléchir à ce qu'il allait faire et entendit pour la première fois le bruit de la mer, cet incessant grondement rythmique, l'un des sons les plus nostalgiques et les plus évocateurs qui soient. Il n'y avait toujours aucun signe de vie nulle part. Le cap était silencieux, pas un cri d'oiseau. Ce vide, cette solitude produisait un effet étrange, presque sinistre, que même la douce lumière de l'après-midi ne parvenait pas à dissiper. Son arrivée au cottage ne fit apparaître aucun visage à la fenêtre, aucune silhouette en soutane au seuil de la porte d'entrée. Il aperçut 2 vieilles maisons basses, en pierre à chaux, dont les lourds toits de pierre, caractéristiques du Dorset, étaient parsemés de plaques de mousse émeraude. Hope Cottage se trouvait à droite, Feth Cottage à gauche. Leurs noms avaient été peints assez récemment. Le 3e devait être Charity Cottage, mais Dalglish doutait que le père Baddeley fût responsable de ces appellations. Il n'eut pas besoin de lire le nom inscrit sur le portail pour savoir laquelle des 2 maisons abritait le vieil homme. On ne pouvait associer l'indifférence presque totale de ce dernier à son environnement, tel que Dalglish se le rappelait, aux rideaux de chintz, aux lierres et aux fuchsias tombant au-dessus de la porte de Feth's Cottage, ou aux 2 caisses encore débordantes de fleurs d'été multicolores disposées de chaque côté de l'entrée. 2 de ces champignons en ciment, fabriqués en série, flanquaient la barrière. Dalglish les trouva si banlieusards qu'il fut surpris de ne pas les voir surmontés de nains accroupis. Par contraste, Hope Cottage était d'une grande austérité. Devant la fenêtre, un solide banc de chêne sur lequel on devait pouvoir prendre le soleil. Toute une collection de cannes et de vieux parapluies encombrait le porche. Les rideaux en un épais tissu d'un rouge terne étaient tirés. Quand il frappa, personne ne répondit. Il s'y attendait. Les 2 cottages avaient l'air vides. La porte n'était fermée que par un simple loquet. Il n'y avait pas de serrure. Après une seconde d'hésitation, Dalglish entra. L'agréable odeur de livres légèrement moisis le ramena aussitôt 30 ans en arrière. Il ouvrit les rideaux, la lumière pénétra à flot dans la pièce. Maintenant, il reconnaissait des meubles. La table ronde en bois de rose, le bureau à cylindre poussé contre le mur, le fauteuil à oreillettes, si vieux à présent que le rembourrage commençait à traverser l'étoffe élimée. Mais cela pouvait-il être le même fauteuil? La nostalgie devait jouer des tours à sa mémoire.
Puis, il aperçut un autre objet tout aussi vieux et familier. Derrière la porte pendait la cape noire du pasteur et au-dessus son béret tout mou et cabossé. C'est en voyant cette cape que Delglish commença à s'inquiéter. Bien sûr, c'était déjà curieux que son hôte ne fût pas là pour l'accueillir. Mais on pouvait trouver nombre d'explications. Il n'avait peut-être pas reçu sa carte, avait été appelé d'urgence au manoir ou bien était parti faire des courses à Wareham et avait raté le quart du retour. Il pouvait même avoir complètement oublié qu'il attendait un invité. Mais s'il était sorti, pourquoi n'avait-il pas mis sa cape? Hiver comme été, on ne pouvait l'imaginer portant un autre vêtement. Dalglish remarqua alors un détail que son œil devait déjà avoir vu sans l'enregistrer, un petit tas de feuillets imprimés d'une croix noire. Il prit celui du dessus et s'approcha de la fenêtre dans l'espoir qu'une meilleure lumière lui montrerait qu'il s'était trompé. Mais bien entendu, il n'y avait pas d'erreur. Il lut « Michael Francis Beddeley, pasteur, né le 29 octobre 1896, mort le 21 septembre 1974. R.I.P. Inhumé à Saint-Michael et tous les anges. Toynton, Dorset, le 26 septembre 1974. » Le père Beddeley était mort depuis 11 jours et enterré depuis 5. Dalglish aurait toutefois deviné qu'il était mort récemment. Sinon, comment expliquer cette impression qu'il avait que la personnalité du pasteur emplissait encore le cottage? Qu'il suffirait d'appeler pour que le vieil homme apparût à la porte, la main sur la clenche. Regardant la cape délavée à gros fermoirs, le père Beddeley n'en avait-il vraiment pas changé depuis 30 ans? Il se sentit pris d'un regret aigu, d'un chagrin dont l'intensité le surprit. Un vieillard était mort. Vraisemblablement de mort naturelle. En tout cas, on l'avait enterré assez vite et son décès n'avait pas été mentionné dans les journaux. Il parut soudain très important à Dalglish de s'assurer que le père Beddeley avait bien reçu sa carte, qu'il n'était pas mort en pensant que son ancien ami avait négligé de répondre à sa demande d'aide. Bien entendu, il fallait commencer par regarder dans le bureau victorien qui avait appartenu à la mère du pasteur. Le père Beddeley, se souvint-il, le fermait toujours à clé. Il avait été le moins secret des hommes, mais tous les ecclésiastiques doivent avoir au moins un tiroir ou un meuble qui soit à l'abri des regards indiscrets des femmes de ménage ou de paroissiens trop curieux. Dalglish revit le père Beddeley en train de fouiller dans les poches profondes de sa cape et en sortir une antique petite clé fixée par une ficelle à une pince à linge, de manière à la retrouver et à la reconnaître plus facilement. Sans doute se trouvait-elle toujours au même endroit. Avec le sentiment désagréable de dépouiller un mort, il plongea sa main d'abord dans l'une, puis dans l'autre poche. La clé n'y était pas. Il s'approcha du bureau et en souleva le couvercle. Celui-ci s'ouvrit sans difficulté. Se penchant, il examina la serrure. Il alla chercher une lampe de poche dans sa voiture et l'examina de nouveau. Il n'y avait pas de doute. Elle avait été forcée, proprement et sans trop d'effort. Décorative mais légère, elle avait été conçue pour protéger le contenu du meuble contre une simple curiosité, non pas contre un assaut délibéré. Un ciseau ou un couteau probablement, la lame d'un canif, avait été glissée entre la table et le couvercle, puis avait servi de levier. Cette opération avait fait beaucoup moins de dégâts qu'on aurait pu croire, mais les éraflures et la serrure cassée étaient assez révélatrices. Elle n'indiquait pas cependant l'identité du responsable. Pouvait-ce avoir été le père Beddeley lui-même? S'il avait perdu sa clé, il n'aurait jamais pu la remplacer, ou dans ce bled aurait-il dégoté un serrurier? Forcer un secrétaire ne ressemblait guère au personnage, se dit Dalglish, mais savait-on jamais? Ou bien c'était quelqu'un d'autre qui avait commis cet acte après la mort du pasteur. Si la clé avait disparu, un des habitants de Toynton Manor avait peut-être été obligé de fracturer le meuble. Le père Beddeley y rangeait peut-être des documents ou des papiers dont la direction du centre pouvait avoir eu besoin. Le père Beddeley y rangeait peut-être des documents ou des papiers dont la direction du centre pouvait avoir eu besoin.
Irrité de découvrir qu'il avait un moment songé à mettre des gants pour poursuivre son investigation, Dalglish s'arracha aux conjectures et entreprit un rapide examen du contenu des tiroirs. Il n'y trouva rien de bien intéressant. De toute évidence, le père Badelet n'avait eu que fort peu de préoccupations mondaines. Mais une chose que Dalglish reconnut aussitôt attira son regard. Une rangée bien nette de cahiers d'écoliers à la couverture vert pâle, le journal intime du pasteur. Ainsi donc on trouvait encore dans le commerce ces cahiers verts au dos desquels figurait la table de multiplication et qui évoquaient l'école primaire avec autant de force qu'une règle ou une gomme tachée d'encre. Le père Badelet en commençait un neuf chaque trimestre. Maintenant, avec la vieille cape qui dégageait une légère odeur d'église et de moisie, Dalglish se rappela une conversation avec autant de netteté que s'il était encore un gamin de 10 ans et le père Badelet dans la quarantaine à l'époque, mais paraissant déjà sans âge, encore assis à ce bureau. « C'est donc un journal ordinaire, mon père ? Vous n'y parlez pas de votre vie spirituelle ?»« C'est cela, la vie spirituelle. Ces choses ordinaires que l'on fait tout au long de la journée. » Avec l'égocentrisme propre à la jeunesse, il avait demandé « Seulement de ce que vous faites ? Vous n'y parlez pas de moi ?»« Non, seulement de ce que je fais. Te souviens-tu de l'heure à laquelle s'est réunie l'association des mères cet après-midi dans le salon de ta maman ? J'ai l'impression que ce n'était pas la même heure que d'habitude. »« À 14h45 au lieu de 15h, mon père. L'archidiacre voulait terminer plus tôt. Est-il vraiment nécessaire d'être aussi précis ?» Le père Badelet avait paru réfléchir brièvement, mais sérieusement à la question. On aurait dit qu'il l'entendait pour la première fois et s'étonnait de la trouver si intéressante. « Oui, bien sûr, sinon ce journal n'aurait plus de sens. » Le jeune Dalglish, auquel le sens de tout cela échappait, était retourné à ses propres activités autrement plus intéressantes et plus concrètes. La vie spirituelle. Cette expression-là, il l'avait souvent entendue dans la bouche des paroissiens les plus mondains de son père, jamais dans celle du chanoine lui-même. Parfois, il avait essayé de se représenter cette autre existence mystérieuse. La vivait-on en même temps que la vie ordinaire, régulièrement ponctuée de réveils, de repas, d'écoles, de vacances ? Ou bien sur un autre plan auquel lui et les non-initiés n'avaient pas accès, mais où le père Badelet pouvait se retirer à volonté. Quoi qu'il en fût, elle ne pouvait pas avoir grand rapport avec cette consignation détaillée du quotidien. Il prit le dernier cahier et le feuilleta. Le père Badelet employait toujours le même système. Une page pour 2 jours divisée par un trait à la règle. L'heure à laquelle il avait dit ses prières du matin et du soir, à quel endroit il était allé se promener et pendant combien de temps, son voyage mensuel en car à Dorchester, son tour hebdomadaire à Wareham, le temps qu'il avait passé avec les patients de Toynton Manor, quelques menus plaisirs rapportés avec platitude. C'était le compte-rendu méthodique de la façon dont il avait utilisé chaque heure de sa journée de travail, une année insignifiante après l'autre. Mais c'est cela la vie spirituelle. Ces choses ordinaires que l'on fait tout au long de la journée. Cela ne pouvait tout de même pas être aussi simple. Mais où était le journal qui correspondait à la période actuelle, celui du 3e trimestre de 1974 ? Le pasteur avait coutume de garder ceux des 3 années précédentes. Il aurait donc dû y en avoir 15. Dalglish n'en compta que 14. Le journal s'arrêtait à la fin de juin 1974. Dalglish se surprit à fouiller presque fébrilement dans les tiroirs. Le journal n'y était pas. Il trouva toutefois autre chose. Une feuille de papier, mince et d'assez mauvaise qualité, glissée entre des factures de charbon, de pétrole et d'électricité. Elle portait le nom de Toynton Manor, maladroitement tamponné en haut de la page. Au-dessous, quelqu'un avait tapé « Qu'attends-tu pour quitter le cottage, espèce de vieil hypocrite ? Tu devrais laisser la place à quelqu'un qui se rendrait vraiment utile ici. Tout le monde sait ce que vous fabriquez, Grace et toi, quand tu prétends la confesser. Quel dommage pour toi que tu n'y arrives plus. Et l'enfant de cœur.
Nous savons tout. D'abord, Delglish fut davantage irrité par la bêtise de ce billet qu'indigné par sa méchanceté. D'une malveillance infantile et gratuite, ce texte n'avait même pas le douteux mérite d'être vraisemblable. Pauvre père Beddeley! À 77 ans, être accusé à la fois de fornication, de sodomie et d'impuissance. Un homme intelligent pouvait-il avoir pris ce stupide enfantillage suffisamment au sérieux pour en être blessé? Dans sa vie professionnelle, Delglish avait vu quantité de lettres anonymes. Celle-ci était relativement bénigne. On aurait presque dit que son auteur l'avait écrite sans conviction. Quel dommage pour toi que tu n'y arrives plus. Un autre aurait trouvé une expression beaucoup plus imagée et vulgaire pour décrire l'activité à laquelle il faisait allusion. Et cette dernière référence à un enfant de cœur, sans précision de date ni de nom. Cette accusation-là avait été inventée de toutes pièces. Se pouvait-il que le père Beddeley eût pris cette lettre tellement à cœur qu'il avait demandé à un policier de venir le conseiller ou même de faire une enquête à ce sujet? Un policier, en outre, qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans. Possible. Le vieil homme n'avait peut-être pas été le seul à en recevoir. Dans ce cas, l'affaire devenait sérieuse. Un corbeau qui sévissait dans une communauté pouvait créer de graves ennuis, de véritables souffrances. Parfois, il ou elle pouvait littéralement tuer. Si le père Beddeley pensait que d'autres personnes de son entourage avaient reçu des lettres similaires, il pouvait fort bien avoir fait appel à un spécialiste. Ou bien, hypothèse plus intéressante, quelqu'un avait-il voulu que Delglish crût précisément cela? Ce billet avait-il été placé dans le bureau à son intention? Il était assez curieux que personne ne l'eût découvert et détruit après la mort du pasteur. Ces papiers avaient certainement été examinés par un membre de la direction du centre. Or, ce n'était guère le genre de document qu'on laissait traîner. Delglish plia la lettre et la glissa dans son portefeuille. Puis il fit le tour du cottage. La chambre à coucher du père Beddeley ressemblait beaucoup à ce qu'il avait imaginé. Une étroite fenêtre pourvue de rideaux en mauvaise cretonne, un lit à une place encore fait, des rayonnages remplis de livres sur 2 murs, une petite table de chevet surmontée d'une lampe bon marché, une Bible, un lourd cendrier en porcelaine aux couleurs criardes, publicité pour une marque de bière. La pipe du pasteur reposait encore dessus. À côté, Delglish aperçut une pochette à demi vide d'allumettes en carton, de celles qu'on vous offre dans les restaurants et les bars. Celle-ci provenait de Ye Old Tudor Bern, près de Wareham. Une seule allumette brûlée se trouvait dans le cendrier. Elle avait été déchiquetée sur toute sa longueur. Delglish sourit. Ainsi le père Beddeley n'avait pas perdu cette petite manie. Il pouvait se rappeler le pasteur 30 ans plus tôt, ses doigts pareils à des écureuils, déchirant le fin morceau de carton comme s'il essayait de battre son propre record. Delglish prit l'allumette et compta 6 segments. Le père Beddeley s'était surpassé. Delglish entra dans la cuisine. Elle était petite, mal équipée, bien rangée mais pas très propre. La gazinière d'un modèle suranné aurait presque pu figurer dans un musée d'art et de tradition populaire. Sous la fenêtre, un évier de pierre et un égouttoir en bois décoloré, plein d'éraflures, qui dégageaient une odeur acide de graillon et de savon. Il explora le garde-manger. Là, au moins, il trouva la preuve qu'il avait été attendu. Le père Beddeley avait effectivement acheté des provisions supplémentaires. Ses conserves montraient quel genre de régime le vieil homme avait jugé approprié. C'était assez navrant. De toute évidence, il avait prévu 2 personnes dont l'une aurait plus d'appétit que l'autre. Delglish inventoria une grande et une petite boîte de plusieurs victuailles de base: haricots à la tomate, thon à l'huile, ragoût de mouton, spaghettis, riz au lait. Quand il regagna le séjour, il prit conscience de sa lassitude. Son voyage l'avait fatigué plus qu'il ne l'aurait cru. La lourde pendule de chêne placée au-dessus de la cheminée continuait à tic-tacter. Il n'était pas encore 4 heures. Son corps, cependant, se révoltait contre cette longue et rude journée. Delglish eut grande envie d'une tasse de thé. Il avait bien vu une boîte de thé, mais pas de lait.
Il se demanda si le gaz avait déjà été coupé. C'est alors qu'il entendit des pas dehors, puis le cliquetis du loquet. La silhouette d'une femme se découpa sur la lumière de l'après-midi. Une voix râpeuse mais très féminine s'écria avec une pointe d'accent irlandais. « Par exemple, un être humain et un homme qui plus est. Que faites-vous ici » L'inconnue entra dans la pièce, laissant la porte ouverte derrière elle. Elle devait avoir 35 ans. C'était une femme robuste, aux longues jambes. Sa crinière blonde, dont on voyait les racines plus foncées, lui tombait sur les épaules. Elle avait des yeux étroits aux paupières lourdes, un visage carré, une grande bouche. Elle portait un pantalon marron mal coupé, des tennis sales et parsemés de taches d'herbe et un corsage sans manches en coton blanc, dont l'ample décolleté révélait un triangle brun et rouge de peau brûlée par le soleil. Elle n'avait pas de soutien-gorge, et sa lourde poitrine se balançait sous le tissu léger. 3 bracelets de bois claquaient sur son avant-bras gauche. Toute sa personne dégageait une sensualité canaille non déplaisante, mais si forte que tout en ne se parfumant pas, la visiteuse apportait dans la pièce sa propre odeur de femme, à la fois spécifique et individuelle. « Je m'appelle Adam Dalglish. J'étais venu voir le père Beddeley, mais j'ai bien l'impression que cela ne sera plus possible. » « Ça, vous pouvez le dire. Vous arrivez exactement 11 jours trop tard. 11 jours trop tard pour le voir et 5 jours trop tard pour l'enterrer. Qui êtes-vous? Un de ses copains? Nous ne savions pas qu'il en avait. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas au sujet de notre révérend. C'était un petit cachotier. Vous, en tout cas, il vous avait drôlement bien planqué. Nous ne nous sommes revus qu'une seule fois très brièvement depuis mon enfance, et je ne lui ai écrit pour lui annoncer ma visite que la veille de sa mort. Adam, c'est pas mal. On appelle des tas de gosses comme ça de nos jours. Un nom qui revient à la mode. Il a dû vous causer des petits ennuis à vous du temps où vous alliez à l'école. Mais il vous va bien. Je me demande pourquoi. Vous n'avez pas l'air tellement terrien. Ah, ça y est, je sais qui vous êtes. Vous êtes venu chercher les livres. Quels livres? Ce que Michael vous a légué par testament. À Adam Dalglish, fils unique de feu le chanoine Alexander Dalglish, tous mes livres pour les garder ou en disposer à sa convenance. Je m'en souviens très exactement parce que votre nom m'avait frappé. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps, dites donc. Je suis même surprise que l'avoué vous ait déjà écrit. Bob Lauder n'est pas si efficace d'habitude. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ces bouquins n'ont aucune valeur, à mon avis. Un tas de vieux livres de théologie archi-rasoirs. Au fait, vous ne vous attendiez pas à hériter d'une partie de sa fortune, j'espère, car j'aurais une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je ne savais pas que le père Beddeley avait de l'argent. Nous non plus, nous ne le savions pas. Voilà un autre de ses petits secrets. Il a laissé 19 000 livres. Ce n'est pas le Pérou, mais ça peut toujours servir. Il a légué la totalité de cette somme à Wilfred pour Taunton Manor. Ce fric tombe à pic, paraît-il. Grace Willison est la seule autre héritière. Elle a reçu ce vieux secrétaire, ou du moins elle le recevra quand Wilfred se donnera la peine de le déménager. La femme s'était installée dans le fauteuil près de la cheminée, les cheveux rejetés en arrière contre l'appui-tête, les jambes écartées. Dalglish prit une des chaises en bois et s'assit en face d'elle. « Vous le connaissiez bien, le père Beddeley ?» demanda-t-il. « Nous nous connaissons tous bien ici. C'est d'ailleurs un de nos problèmes. Comptez-vous rester ici? » « Dans la région? Oui, un jour ou deux. Je suppose qu'il n'est plus possible de loger dans cette maison. » « Pourquoi pas? Si vous en avez envie, elle est vide. Wilfred va devoir chercher une autre victime, je veux dire locataire. Cela m'étonnerait qu'il ne vous permette pas d'habiter ici. Vous avez besoin de trier les livres, n'est-ce pas? Wilfred sera certainement content qu'on en débarrasse pour qu'un autre titulaire puisse emménager. Cette maison appartient donc à Wilfred Anstey? Oui, comme Taunton Manor et tous les autres cottages, à l'exception de celui de Julius Court, qui se trouve un peu plus haut. Julius est le seul à avoir vue sur la mer. Tout le reste de la propriété appartient à Wilfred, y compris les habitants. La femme le dévisagea.
Auriez-vous quelque talent utile par hasard? Je veux dire, êtes-vous physiothérapeute, infirmier, médecin ou même comptable? Non pas que vous en ayez l'air. En tout cas, si vous exercez l'un de ces métiers, je vous conseille de filer immédiatement, sinon Wilfred risque de vous trouver trop précieux pour vous laisser partir. Je doute que mes talents l'intéressent. Alors restez ici si ça vous arrange. Mais je vais d'abord vous décrire cet endroit. Cela vous fera peut-être changer d'avis. Vous pourriez peut-être commencer par me dire qui vous êtes. Mais c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Excusez-moi. Je m'appelle Maggie Hewson. Mon mari est le médecin résident du centre. Nous habitons dans une petite maison que nous prête Wilfred et qui porte le nom très approprié de Charity Cottage, mais il passe la plus grande partie de la journée au manoir. Comme le centre ne compte plus que 5 patients, on se demande à quoi il peut bien employer son temps là-bas, hein? Auriez-vous une idée là-dessus, Madame Dalglish? Votre mari soignait-il le père Beddeley? Appelez-le donc Michael. C'est ainsi que nous l'appelions tous, à part Grace Willison. Oui, Eric l'a soigné de son vivant, puis il a délivré son certificat de décès. C'est là une chose qu'il n'aurait pas pu faire il y a encore 6 mois, mais maintenant qu'on a eu l'amabilité de le réadmettre à l'ordre des médecins, il peut apposer son nom au bas d'un bout de papier pour certifier que vous êtes mort d'une façon correcte et légale. Dieu, quel foutu privilège! Maggie rit. Elle fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit des cigarettes. Elle en alluma une, puis tendit le paquet à Dalglish. Celui-ci secoua la tête. Maggie Hewson haussa les épaules et souffla un peu de fumée dans sa direction. « De quoi est-il mort, le père Beddeley ?» s'informa Dalglish. Son cœur s'est arrêté de battre. Non, je n'essaie pas de faire de l'esprit. Michael était vieux, complètement usé. Son cœur a déclaré forfait le 21 septembre. Infarctus aigu du myocarde compliqué d'un léger diabète selon le jargon médical. Était-il seul? Je crois que oui. Il est mort la nuit. Grace Willison est la dernière personne à l'avoir vu vivant à 19h45 quand il a entendu sa confession. Il est probablement mort d'ennui, le pauvre homme. « Oh, pardon, je n'aurais pas dû dire ça, c'est de très mauvais goût, Maggie. » Grace dit que Michael lui avait paru semblable à lui-même, un peu fatigué, peut-être, ce qui n'a rien d'étonnant quand on pense qu'il était sorti de l'hôpital le matin même. Je suis entré le voir à 9h le lendemain matin pour lui demander s'il ne voulait pas que je lui rapporte quelque chose de Wareham. Je voulais prendre le quart de 11h. Wilfred nous interdit d'avoir des voitures personnelles. Et Michael était là, mort. Dans son lit? Non. Sur la chaise que vous occupez en ce moment. Affalé contre le dossier, la bouche ouverte et les yeux fermés. Il portait sa soutane et son machin pourpre. Je veux dire son étole autour du cou. Tout ce qu'il y a de plus convenable, mais trépassé. C'est donc vous qui avez découvert son cadavre? À moins que Millicent, qui habite à côté, ne se soit introduite en douce un peu plus tôt et, voyant la tête de Michael, ne soit repartie sur la pointe des pieds. Millicent est la sœur de Wilfred, au cas où cela vous intéresserait. Une veuve. En fait, je m'étonne que, le sachant seule et malade, elle ne soit pas venue prendre de ses nouvelles. Cela a dû vous causer un drôle de choc? Pas vraiment. J'étais infirmière avant de me marier. Des morts, j'en ai tellement vu que je suis incapable de me les rappeler tous. Et Michael était très vieux tout de même. C'est de voir mourir des jeunes, surtout des enfants, qui fout le cafard. Je suis contente de ne plus faire ce sale métier. Ah bon, vous ne travaillez pas à Torrington Manor? Maggie se leva et s'approcha de la cheminée. Elle souffla un nuage de fumée contre le miroir, puis approcha sa figure de la glace comme pour s'examiner. « Non », finit-elle par répondre, « pas quand je peux l'éviter. Et je vous assure que je fais tout pour cela. Autant vous le dire tout de suite, je suis la pestiférée de cette communauté, la rebelle, la sociale, l'hérétique. Je ne sème ni ne récolte, insensible au charme de ce cher Wilfred et sourde aux cris des affligés. » Elle regarda son vis-à-vis d'un air à la fois interrogateur et provoquant. Ce n'était pas la première fois qu'elle récitait cette tirade, songea Dalglish. Celle-ci ressemblait trop à une justification rituelle. Et quelqu'un avait dû lui en souffler une partie. « Parlez-moi de Wilfred Anstey. »« Comment »
Michael n'en avait pas fait? Non, c'est vrai qu'il a été la discrétion même, cet homme. Eh bien, c'est une histoire très étrange. Je vais essayer de vous la résumer. Toynton Manor a été construit par le grand-père de Wilfred. Son fils l'a laissé en fidéicommis à Wilfred et à sa sœur Millicent. Wilfred a racheté sa part à elle quand il a ouvert son centre. Il y a 8 ans, il avait contracté une sclérose en plaques qui progressait très rapidement. Au bout de 3 mois, il s'est retrouvé cloué dans un fauteuil roulant. Puis il a entrepris un pèlerinage à Lourdes et a réussi à guérir. Il paraît qu'il avait conclu un marché avec Dieu. « Si tu me guéris, je consacre Toynton Manor et tout mon argent à aider les handicapés. » Dieu lui a rendu le service qu'il demandait, et maintenant Wilfred s'acquitte de sa promesse. Il doit craindre de retomber malade si jamais il rompait le contrat. Je le comprends. J'agirais probablement comme lui. Au fond, nous sommes tous superstitieux, surtout en ce qui concerne notre santé. Et serait-il tenté de le rompre, ce contrat? Oh, je ne crois pas. Diriger cette institution lui procure un sentiment de puissance. Il est entouré de patients reconnaissants. C'est tout juste si les femmes ne le vénèrent pas. Dot Moxon, la soi-disant infirmière en chef, le couvre comme une vieille maman poule. Finalement, Wilfred est assez heureux. Et quand ce miracle s'est-il produit exactement? D'après Wilfred, quand on l'a plongé dans la piscine. Il raconte qu'il a eu très froid, puis très chaud avec une sensation de picotement, puis qu'il a été envahi d'un sentiment d'intense bonheur et de paix. C'est exactement l'effet comme produit un 3e whisky. Si Wilfred y parvient en se baignant dans de l'eau glacée bourrée de microbes, tout ce que je peux dire, c'est qu'il a une sacrée veine. À son retour à l'hospice, il a été capable de se tenir debout pour la première fois en 6 mois. 3 semaines après, il galopait. Comme il n'a jamais pris la peine de retourner à l'hôpital du Saint-Sauveur à Londres, où il était en traitement, ses médecins n'ont pas pu consigner sa guérison miraculeuse dans son dossier. Dommage, ça aurait été marrant. Maggie se tut un instant comme si elle allait en dire plus là-dessus, mais pour finir, elle ajouta simplement « Émouvant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Où trouve-t-il l'argent pour accomplir son vœu? Les patients paient selon leurs moyens. Certains sont pris en charge par des autorités locales. Et puis, Wilfred a utilisé sa fortune personnelle. Mais les affaires vont mal. C'est du moins ce qu'il dit. L'héritage du père Beddeley est arrivé juste à temps. Bien entendu, Wilfred soupait son personnel. Dans le cas d'Eric, c'est flagrant. Philby, l'homme de peine, est un ancien détenu que personne d'autre n'embaucherait et l'infirmière, Dot Moxon, aurait elle aussi des difficultés pour trouver du boulot. Dans le dernier hôpital où elle a travaillé, on l'a accusée de cruauté envers les malades. Elle doit être très reconnaissante à Wilfred de l'avoir engagée. Mais il est vrai que tout le monde ici lui est très, très reconnaissant. Je pense que je devrais aller me présenter au manoir. Vous dites qu'il ne reste que 5 patients? Il paraît qu'il ne faut pas les appeler patients. Quoique je ne vois pas par quel autre mot Wilfred veut les désigner. Pensionnaires? Oui, il en reste 5. Il y a une liste d'attente, mais Wilfred ne veut prendre personne d'autre avant d'avoir décidé de l'avenir du centre. La fondation Wright Jewell le convoite, et Wilfred se demande s'il ne va pas le leur transférer. En fait, Toynton Manor comptait 6 patients il y a 15 jours, c'est-à-dire avant que Victor Holroyd se jette du haut de la falaise et s'écrase sur les rochers. Un suicide? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était dans son fauteuil roulant à 3 mètres du précipice. Par conséquent, ou bien il a débloqué les freins et s'est laissé rouler par-dessus bord, ou bien Dennis Lerner, l'infirmier qui l'accompagnait, l'a poussé en bas. Comme Dennis n'a pas le courage de tuer un poulet, et encore moins un homme, tout le monde a l'impression que Victor a volontairement sauté dans le vide. Mais ce cher Wilfred trouve cette idée très pénible. Alors nous faisons tous semblant de croire qu'il s'agit d'un accident. Victor me manque. C'est à peu près la seule personne avec laquelle je pouvais parler ici. Par contre, les autres le détestaient. Maintenant, bien sûr, ils ont des remords. Ils se demandent s'ils ne se sont pas trompés sur son compte. Rien de tel qu'une mort pour mettre les vivants dans une position désavantageuse. Je m'explique.
Quand un mec ne cesse de répéter que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, vous vous dites qu'il exprime une vérité première. Mais s'il joint l'action à la parole, vous commencez à vous demander si ce mec n'avait pas plus de valeur que vous ne pensiez. Le bruit d'une voiture évita à Dalglish d'avoir à répondre. Maggie, qui de toute évidence avait l'ouïe aussi fine que lui, bondit de son fauteuil et sortit en courant. Une grande berline approchait de la bifurcation. « C'est Julius !» cria Maggie à l'adresse de Dalglish, puis elle commença à faire de grands signaux avec ses bras. La voiture s'arrêta, puis tourna en direction de Hub Cottage. Dalglish vit que c'était une Mercedes noire. Dès que le véhicule ralentit, Maggie courut à ses côtés comme une écolière importune, déversant un flot d'explications par la glace baissée. La voiture s'arrêta et Julius Court en sauta avec légèreté. C'était un grand jeune homme agile. Ses cheveux châtain clair, coupés courts, épousaient les contours de son crâne comme un casque pâle et luisant. Il avait un visage autoritaire plein d'assurance. Les poches qu'on percevait sous ses yeux vigilants et sa petite bouche boudeuse placée au-dessus d'un lourd menton trahissaient un tempérament de jouisseur. À l'âge mûr, ce serait un homme épais, peut-être même obèse, mais pour l'instant, il était d'une beauté légèrement arrogante, rehaussée plutôt que gâtée par une cicatrice blanche triangulaire placée au-dessus du sourcil droit. Il tendit la main. « Je regrette que vous ayez manqué l'enterrement. » On aurait dit que Dalglish avait manqué le train. « Mais vous n'avez rien compris, mon chou !» s'écria Maggie. « Mr. Dalglish n'est pas venu pour l'enterrement. Il ne savait même pas que Michael était mort. » Court regarda Dalglish avec un tout petit peu plus d'intérêt. « Oh, je suis navré. Vous devriez aller au manoir. Wilfred Hunstep pourra vous en dire plus que moi sur le père Beddeley. À la mort du révérend, j'étais dans mon appartement de Londres. Je n'ai donc pas d'intéressantes révélations de moribond à vous rapporter. Montez dans ma voiture tous les deux. J'ai pris quelques livres à la bibliothèque de Londres pour Henry Coverdine. Autant les lui apporter tout de suite. » Maggie Hewson sentit qu'elle n'avait pas fait les présentations dans les règles. Avec quelque retard, elle dit « Julius Court, Adam Dalglish. Mais peut-être vous êtes-vous déjà rencontrés à Londres. Julius était diplomate. » Alors qu'il montait en voiture, Court prit un ton dégagé. « Diplomate est un bien grand mot, vu le poste relativement modeste que j'occupais dans le service. Et Londres est immense. Mais si j'étais candidat dans un jeu télévisé, je n'aurais pas grand mal à deviner la profession qu'exerce Mr. Dalglish. » Il tint la portière avec une courtoisie étudiée. La Mercedes prit lentement le chemin de Toynton Manor. À l'infirmerie, George Allan leva les yeux de son lit étroit. Il commença à tordre la bouche d'une façon grotesque. Les muscles de son cou saillirent. Il essaya de soulever sa tête de l'oreiller. « N'est-ce pas que je serai assez bien pour aller à Lourdes ? On ne me laissera pas ici, » demanda-t-il d'une voix semblable à une lamentation rauque et discordante. Hélène Rainer souleva le coin du matelas, reborda soigneusement le drap et répondit avec entrain. « Bien sûr que non. Tu seras le patient le plus important du pèlerinage. Et maintenant, cesse de t'agiter comme ça. Essaie de te reposer un peu jusqu'au thé. » Elle adressa au garçon un sourire impersonnel et rassurant d'infirmière professionnelle. Puis elle lança un regard interrogateur à Eric Hewson. Tous deux gagnèrent la fenêtre. Hélène Rainer murmura. « Combien de temps pourrons-nous encore le garder ici ? » « 1 mois ou 2. S'il devait partir maintenant, ce serait terrible pour lui. Pour Wilfred aussi. Dans quelques mois, tous deux accepteront plus facilement l'inévitable. De plus, il tient absolument à faire ce pèlerinage. Je doute qu'il soit vivant pour celui de l'année prochaine. En tout cas, il ne sera plus ici. On devrait vraiment l'hospitaliser maintenant. Nous ne sommes pas une véritable maison de repos, mais seulement un centre pour jeunes malades chroniques ou handicapés. Nous dépendons des autorités locales et non du ministère de la Santé. Nous n'avons jamais prétendu donner des soins médicaux complets. En fait, nous n'y sommes même pas autorisés. Il serait temps que Wilfred abandonne ou décide de ce qu'il veut faire ici. Je sais. Hewson savait. Tous deux savaient. Le problème n'était pas nouveau.
Pourquoi, se demanda-t-il, une si grande partie de leur conversation était-elle devenue une monotone répétition d'évidences dominée par la voix aiguë et pédante d'Hélène? Ils regardèrent en bas dans la petite cour pavée, bordée de 2 ailes neuves à un étage qui contenait les chambres et les salles communes. Le petit groupe de patients restants s'y était rassemblé pour profiter des derniers rayons de soleil de l'après-midi. Les 4 fauteuils étaient soigneusement placés à quelque distance les uns des autres, le dos tourné vers la maison. Les 2 spectateurs ne voyaient que l'arrière de la tête des malades, immobiles, ceux-ci regardaient en direction du promontoire. Grace Willison, ses cheveux gris mal peignés, soulevés par la brise, Jenny Pegram, le cou enfoncé dans les épaules, son auréole de cheveux blonds pendant par-dessus le dos de son siège, comme si elle les avait mis à blanchir au soleil. La petite tête ronde d'Ursula Hollis, montée sur un cou décharné, aussi haute et rigide que si elle avait été coupée et plantée au bout d'une pique. La tête noire d'Henry Cowardin, de guingois sur sa nuque tordue comme celle d'un pantin brisé. Mais n'étaient-ils pas tous des pantins? Le temps d'un court délire, le docteur Hewson se vit descendre en courant dans la cour à l'aide de fils invisibles fixés derrière le cou des patients, mettre les 4 têtes en branle et entendre leurs cris aigus et discordants. « Mais qu'est-ce qu'ils ont » demanda-t-il brusquement. « Cet endroit est bizarre. »« Plus que d'habitude ?»« Oui, n'as-tu rien remarqué ? Ils sont peut-être affectés par la mort de Michael. » Dieu sait pourquoi. Pour ce qu'il faisait ici. Si Wilfred maintient le centre, il pourrait utiliser Hub Cottage d'une façon plus intelligente. En fait, je pensais lui demander l'autorisation d'y vivre. Cela nous faciliterait les choses. Cette idée consterna Hewson. C'était donc cela qu'elle manigançait. Une dépression bien connue s'empara de lui, la sensation réelle d'une chape de plomb sur les épaules. 2 femmes énergiques, mécontentes, lui réclamant quelque chose qu'il était incapable de leur donner. Il essaya de surmonter sa panique. « Mais c'est impossible, on a besoin de toi ici. Et moi, je ne pourrais pas venir à Hub Cottage. N'oublie pas que Millicent habite à côté. Et alors, une fois qu'elle a allumé sa télé, elle n'entend plus rien. Nous en avons eu la preuve. Et il y a une porte à l'arrière, si jamais tu devais t'esquiver. C'est mieux que rien. » Maggie commencerait à avoir des soupçons. Elle les a déjà. De toute façon, il faudra bien qu'elle apprenne la vérité un jour. Nous en reparlerons. Ce n'est pas le moment d'ennuyer Wilfred avec ce genre de choses. Depuis la mort de Victor, nous sommes tous très énervés. La mort de Victor. Quelle impulsion masochiste lui avait fait mentionner le défunt. Cela lui rappela le début de ses études de médecine. Le soulagement qu'il éprouvait en débridant une plaie infectée parce que la vue du sang, des tissus enflammés et du pus était tellement moins effrayante que l'idée de ce qui pouvait se trouver sous le pansement bien net. Il s'était habitué au sang et à la mort. Avec le temps, il s'habituerait peut-être même à être médecin. Il se rendit avec Helen dans la petite pharmacie située sur le devant de la maison. Là, il s'approcha du lavabo et commença à se récurer les mains et les avant-bras comme si le bref examen du jeune George avait été une opération sanglante qui exigeait un nettoyage minutieux. Derrière lui, il entendit un cliquetis. Sans que cela fût le moins du monde nécessaire, Helen mettait de l'ordre dans l'armoire à instruments chirurgicaux. Avec un sentiment de malaise, il se rendit compte qu'ils allaient devoir parler. Mais pas tout de suite. Il savait parfaitement ce qu'elle lui dirait. Combien de fois les avait-il entendus, ces vieux arguments qu'Hélène lui assénait de sa voix assurée de surveillante d'internat? « Tu perds ton temps ici. Tu es médecin et non pas pharmacien. Tu dois te libérer de Maggie et de Wilfred. Tu ne peux pas faire passer ta fidélité à Wilfred avant ta vocation. » Sa vocation. C'était le mot qu'employait toujours sa mère. Chaque fois qu'il l'entendait, il devait réprimer un rire nerveux. Il ouvrit le robinet à fond. L'eau jaillit avec force, tourbillonna dans le lavabo avec un bruit de marée montante. Qu'avait été pour Victor ce saut dans la mort?
Accéléré par son propre poids, le lourd fauteuil s'était-il envolé comme l'une de ces ridicules machines dans un James Bond, avec son mannequin en sécurité parmi les gadgets, prêt à tirer un levier et à déployer des ailes? Ou bien avait-il roulé sur lui-même dans l'air, rebondissant sur la paroi rocheuse, tandis que dans son cercueil de toile et de métal, Victor agitait vainement les bras et mêlait ses cris à ceux des mouettes? Son corps pesant, avait-il rompu la ceinture qui l'attachait, ou le tissu avait-il tenu jusqu'à ce que l'homme s'écrase sur les rochers plats et que l'emporte la première vague de la mer implacable? Et qu'avait-il ressenti? De l'exaltation, du désespoir, de la terreur, ou, avec un peu de chance, rien du tout? L'air pur et l'eau avaient-ils lavé sa souffrance, son amertume, sa méchanceté? Cette méchanceté, ce n'était qu'après sa mort qu'on en avait mesuré toute l'étendue, avec le codicille à son testament. De son vivant, Victor s'était donné la peine de faire savoir à ses compagnons qu'il avait de l'argent, qu'il payait lui-même l'intégralité de sa pension, aussi modeste fût-elle, et ne dépendait pas, comme les autres patients, à l'exception d'Enrico Werdin, du service social d'une autorité locale. Il ne leur avait jamais révélé l'origine de sa fortune. Après tout, il avait été professeur de lycée, métier où l'on devient rarement riche, et ce mystère demeurait entier. Victor en avait peut-être parlé à Maggie. Il y avait beaucoup de choses dont il avait parlé à Maggie, mais celle-ci s'était montrée inexplicablement discrète à ce sujet. Ce n'était pas seulement à cause de l'argent que sa femme s'était intéressée à Victor, se dit Hewson. Elle et lui avaient quelque chose en commun. Une haine déclarée de Toynton Manor. Il n'était pas là par choix, proclamait-il, mais par nécessité. Il méprisait leur compagnon. Maggie devait avoir apprécié la rebutante agressivité de Victor. Ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, en tout cas. Wilfred avait eu l'air de voir cette entente d'un bon œil. Sans doute pensait-il que Maggie avait enfin trouvé sa place au centre. Relayant Dennis, elle poussait Victor jusqu'à son lieu de prédilection, en haut de la falaise. La contemplation de la mer procurait une certaine paix aux malades. Maggie et lui avaient passé des heures ensemble à cet endroit, loin de la maison. Mais cela n'avait jamais tracassé Eric. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.